Malgré les grosses déceptions que j'ai créées chez mon directeur de thèse, je ne suis pas rentré à l'INSERM comme il en rêvait et je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique. Après, tout le reste, mais c'est 50%, voire 60%, voire 70%, c'est vous, la personne que vous êtes et ce que j'appelle les soft skills. Aujourd'hui, une fois que j'ai reçu un CV, moi je reçois des gens pour écouter des gens, observer des gens et me dire est-ce qu'il va y avoir un bon fit avec l'équipe. Beaucoup d'entre vous sont curieux de savoir, de connaître le parcours de Claude et puis comment il en est arrivé à faire de la R&D et à évoluer jusqu'à occuper ce poste à responsabilité, puisque Claude, vous le savez, Claude Bertrand est vice-président chez Servier. Donc vraiment, c'est un honneur pour les Alliances d'accueillir Claude sur YouTube. Donc Claude, je vous laisse la parole pour vous présenter, puis ensuite on arrivera au fur et à mesure aux autres thématiques. Décidément, ma caméra. Ne faites pas attention, je vais essayer de régler ça en parallèle. Il n'y a pas de souci. Merci Assia et merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc bonjour à tous. Donc je vais essayer de faire très rapide parce qu'effectivement le temps va passer vite et vous avez beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, vice-président exécutif pour la R&D, donc je suis au COMEX du groupe Servier, la R&D étant une fonction clé du groupe. J'y suis depuis, ça va faire bientôt 6 ans, fin du mois de mars, ça fera 6 ans que je suis chez Servier. Très rapidement, mon parcours, c'est un parcours de pharmacien, puis de thèse de troisième cycle, donc PhD, tout ça fait à l'université Louis Pasteur à Strasbourg. Je suis parti ensuite en postdoc à l'université de San Francisco, l'université de Californie San Francisco, UCSF, pendant 2 ans, avant de revenir pour mon premier job qui était en Suisse, à l'époque Ciba-Geigy, aujourd'hui qui s'appelle Novartis, avec l'idée que j'avais commencé les études de pharmacie parce que c'est le médicament et le patient qui m'intéressaient. Et donc, malgré les grosses déceptions que j'ai créées chez mon directeur de thèse, je ne suis pas rentré à l'INSERM comme il en rêvait et je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique. Et encore une fois, l'objectif de base, et on y reviendra sans doute par rapport à vos questions, c'est que je voulais faire de la recherche appliquée et appliquée à ce pourquoi j'avais commencé mes études, qui était faire de nouveaux médicaments. Ensuite, j'ai eu la chance par différentes raisons, on pourra y revenir aussi. J'ai beaucoup publié durant ma thèse, mon postdoc, ce qui m'a permis de trouver des jobs assez intéressants, qui m'ont permis d'ailleurs, tout en faisant de la recherche industrielle, de continuer à publier et de faire un peu de recherche académique. Et donc, en fait, je n'ai plus jamais ensuite cherché de job. J'ai été un grand chanceux. Donc, j'ai été chassé par le laboratoire Roche quand j'étais chez Ciba-Geigy, qui était en train de devenir Novartis, et avec une opportunité de créer un labo from scratch, à nouveau en Californie. Et donc, l'appel de l'Ouest américain m'a amené à prendre ce job chez Roche. C'était avant le rachat d'ailleurs de Genentech, et j'ai eu quelques années merveilleuses. Et ensuite, j'ai été chassé, mais c'est aussi parce que je ne voulais pas que mes enfants deviennent américains. C'est un débat qui ne sera pas pour aujourd'hui. Et donc, j'avais mon premier qui rentrait en 5e et je me suis dit, maintenant, il est temps de rentrer, sinon je suis bloqué aux États-Unis pour le reste de mes jours. Et donc, j'ai répondu à un chasseur de tête pour un job chez Pfizer. Au départ, d'ailleurs, Park Davis, c'est devenu très vite Pfizer. Ça devait être en France, ça s'est terminé en Angleterre. Et ensuite, j'ai passé pas quasiment, à peu près 10 ans en Angleterre entre Pfizer et ensuite AstraZeneca. Et toutes ces années dans la grande pharma, qui représente à peu près une vingtaine d'années, à des postes grandissant en responsabilité, puisque mon dernier poste chez AstraZeneca, j'étais responsable senior vice-président, responsable de tous les programmes qui étaient ce qu'on appelle en life cycle management. Donc, ce n'était plus du tout de la recherche, c'était du développement très late stage, justement pour amener une compétence et une expertise que je n'avais pas sur des programmes avec 17 000 patients cardiovasculaires, en métabolisme, etc.
Et j'ai ensuite été chassé pour le poste de Executive Vice President R&D chez Ipsen. Et comme j'avais très envie de quand même enfin revenir en France, c'était une belle opportunité et la première de rejoindre un comité exécutif dans une boîte cotée, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps avec des analystes financiers, des investisseurs, et donc on est quand même beaucoup drivé par le prix de l'action. Et c'est ce qui explique qu'au-delà de beaucoup d'autres choses, j'ai été assez rapidement, de retour en France, intéressé par le groupe Servier et le fait qu'il soit gouverné par une fondation. Et c'est ce qui a amené à ce que je puisse répondre assez rapidement oui à une chasse qui avait été lancée pour remplacer le patron de la R&D chez Servier en 2017. Donc, on pourra revenir sur, je ne veux pas polariser tout le temps là-dessus. Donc, voilà en quelques mots qui répondront sans doute à certaines questions. Mon profil est particulier dans le sens, il est assez classique en tant que patron de R&D. Il est moins classique en France, encore que ça évolue sur le fait qu'il est très international comparé à d'autres profils qu'on peut trouver sur les mêmes postes en France. Donc très international. Et ce que je suis très fier de dire à chaque fois, c'est que ça a été une lutte de tous les instants parce que je ne suis pas d'un milieu qu'on appellera favorisé. Et donc, moi, j'ai fait mes études à travers des bourses. Je dois beaucoup à l'État français, ce qui explique aussi pourquoi j'ai tenu un moment aussi à rendre ce que l'État français m'a donné. C'est une opportunité de pouvoir poursuivre des études alors que je n'en avais pas forcément les moyens, surtout au-delà de mes études de pharmacie quand j'ai fait ma thèse. Enfin, à l'époque, c'était un DEA et puis une thèse. Et à chaque fois, il fallait terminer dans les 3 premiers pour être sûr d'avoir sa bourse de rembourser, enfin de payer les années suivantes. Mais c'est ce qui m'a permis vraiment de pouvoir faire des études aussi longues. Et je tiens aussi à dire que mon postdoc aux États-Unis, je suis parti avec 2 enfants, $20 000 en poche, des bourses évidemment que j'avais décrochées tout seul comme un grand. Et puis après, on vivait au trimestre en fonction de ce que j'arrivais à faire rentrer pour pouvoir continuer mes études. La deuxième année, ça a été plus facile parce que comme j'étais plutôt bon et que je publiais, mon patron a décidé de me payer en tout cas une bonne partie de mon salaire. Mais je pense que c'est une bonne leçon de vie. Je ne demande pas à tout le monde d'en baver pour en arriver là où je suis, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que ça peut être tout cuit à partir du moment où on a un certain diplôme, qu'on sort de certaines écoles. Et à un moment, il faut apprendre qu'il faut se battre, il faut prendre des risques et c'est comme ça qu'on y arrive. Bravo. Bravo Claude, c'est un parcours très inspirant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les participants. Ça se sent que vous avez battu. Si vous avez atteint le poste que vous avez aujourd'hui, clairement derrière, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, etc. Donc vraiment, ça inspire beaucoup. Donc merci Claude pour cette présentation. Si vous le voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Sophie, n'hésite pas à éteindre ta caméra dans un premier temps. Vous verrez que je vous demanderai d'allumer vos caméras juste après la première thématique qui va concerner finalement votre vision, Claude. Il y a eu pas mal de questions là-dessus. Votre vision sur la recherche, la R&D en particulier, au sein des industries en France, en Europe de façon générale, que vous nous partagiez un petit peu votre opinion sur les tendances actuelles, les défis futurs de la R&D dans le secteur privé. Je vous laisse introduire la chose et puis on rentrera dans le détail. Je pense que je vais commencer par vous dire que je pense faire un des plus beaux métiers au monde. Évidemment, ce n'est pas un métier qui se fait tout seul. Hein. Les 2200 employés qui sont en R&D aujourd'hui chez Servier, je pense, et je l'espère, pensent comme moi qu'on fait un très, très beau métier. Donc, je reviens sur votre point. Il y a des efforts à faire, il y a des risques à prendre. Les sacrifices, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais eu l'impression de me sacrifier, parce que ça fait plus de 30 ans, je ne compte pas ma thèse là-dedans, que je fais ce métier et je n'ai jamais eu à me pousser le matin pour me lever. Donc, je pense qu'on fait un métier non seulement passionnant, mais très impactant quand on arrive jusqu'au bout et on reviendra sur l'aventure du médicament. Yes. Alors, il y a la vision de la recherche et de la recherche privée et publique dans le monde entier. Puis après, il y a spécifiquement, là, vous faites un zoom France. Donc, ma vision est que quand on en vient à la formation, au diplôme,
les écoles, les grandes écoles, etc. Je pense qu'en France, on n'a absolument pas à rougir par rapport au reste du monde. Et on voit d'ailleurs dans les classements de Shanghai que l'université de Saclay commence à remonter les rangs et qu'on est maintenant dans les 20 premiers, même dans les 15 premiers. Et je suis sûr que ça va continuer à évoluer. Je sors de Strasbourg, qui est une très bonne école, 3 prix Nobel de chimie en moins de 30 ans, etc. etc. Donc, je pense qu'on a absolument pas à rougir au niveau formation. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment on est passé de cette très belle formation, globalement, à cette très belle recherche. Il y a vraiment beaucoup de grands chercheurs qui publient dans de grands journaux, à un désert de l'industrie pharmaceutique. Alors, on y reviendra, ce n'est pas un désert, il y a quelques grands groupes, Servier en fait partie, mais comparé à ce que c'était dans les années 60 ou 70, c'est un désert. Derrière Sanofi se cachent 100 entreprises françaises, beaucoup d'entreprises familiales, au départ privées. Ipsen, où j'ai travaillé, il y a encore quand même 60% de l'investissement est fait par la famille Beaufour. Mais il y a eu quand même un rassemblement et jusqu'à relativement récemment, globalement par rapport à d'autres pays, très peu de création d'entreprises. Et moi, je résume ça, ce n'est pas du tout qualité de science, c'est manque d'investissement, à la fois public, mais ensuite d'investisseurs privés prêts à prendre des risques. Et ensuite, je pense qu'on a perdu cet esprit d'entrepreneuriat. Là aussi, je module mon jugement parce que je pense que depuis 2015, 16, 17, je trouve qu'il y a un vrai changement, on y reviendra. Alors, ce n'est pas forcément dans les sciences plus classiques du médicament, mais peut-être plus dans les tech, les medtech. Mais je pense qu'on est en train de voir un revirement de cette dynamique. Enfin, globalement, je pense qu'il faut quand même se dire, la problématique, elle est manque d'investissement. Et c'est intéressant parce qu'il y avait un article ce matin dans Le Monde d'Alain Fischer qui vient de prendre la présidence de l'Académie des sciences et qui dit exactement ce que disent les industriels depuis quelques années, quand on a l'opportunité d'être confronté au gouvernement en disant il faudrait au moins doubler les fonds sur la recherche publique pour arriver tout juste au niveau d'investissement recherche publique de l'Allemagne. Donc, on a quand même un problème d'investissement à la base. Et ensuite, il faut encore qu'on monte en puissance sur les investissements sur le médicament en privé. C'est quand même malheureux de se dire qu'en France, on est plus connu pour LVMH que pour Sanofi ou Servier. Et je pense qu'on a quand même un impact sur l'humain qui est quand même nettement plus important. Donc, et Claude, comment on peut expliquer en partie ce manque d'investissement dont vous parlez finalement? Pourquoi les investisseurs sont si frileux à… Nous n'arrivons pas aujourd'hui dans le secteur de l'affaires. Alors, dans le public, je pense, là où c'est commun au public et au privé, c'est, je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à Covid, on n'a pas considéré la santé comme un secteur stratégique. C'est quand même malheureux de se dire que le nucléaire, l'armement, la voiture, l'aviation sont stratégiques pour la France. Je pense que vous pouvez lire que très rarement que la santé, c'est stratégique. Alors, encore une fois, je module, crise Covid, d'un seul coup, miracle, d'un seul coup, on se dit, ça pourrait être utile quand même d'investir et pas de tout déporter en Chine ou dans d'autres pays à moindre coût. Et donc, je pense qu'il y a des chances on commence à avoir un peu de revirement, mais je reste prudent parce que ça fait quand même plus de 30 ans que j'observe tout ça et je reste, alors que je suis très optimiste, un petit peu prudent. Après, sur l'aspect privé, et c'est pour ça, c'est les nombreuses raisons qui me font accepter de vous parler, vous, les jeunes, et ce qui vont faire l'avenir de ce pays. Quand est-ce qu'on va arrêter de dire du mal de l'industrie pharmaceutique? On s'occupe, et c'est très bien, on dit du bien des hôpitaux, on dit du bien de nos soignants. Tout ça, c'est vrai, mais ce qui sauve fondamentalement les vies,
dans plus de 60, 70, des fois 80% des cas, c'est le médicament. Et il n'y a pas de honte à dire le nom de celui qui a permis que ce médicament arrive sur le marché. Et donc, il y a un bashing sur l'industrie pharmaceutique mondiale, mais tout à fait spécifiquement à haut niveau en France, même par rapport à nos voisins européens, qui, je vous l'avoue, bon, moi, ça ne m'a pas arrêté de faire ce que je fais et de continuer à vendre ce que je fais, mais je vais vous dire, là aussi, il faut avoir les reins solides, il faut avoir les épaules larges et il faut avoir beaucoup, beaucoup de résilience. Donc, ce n'est pas résilience, c'est résilience. On y est presque. Et on Donc, il viendrait faut souvent aussi… sur ce jeu de mots parce que la résilience, je peux vous dire, dans ce métier, il en faut énormément. Surtout quand on est parfois même dans sa propre famille à dire, ouais, de toute façon, vous, médicaments, vous pensez qu'à faire du fric. Et là encore, on parle d'investissement parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand un médicament arrive sur le marché, les investissements qui ont été faits derrière, par rapport à la faible probabilité de succès, et ce que ça coûte simplement dans le développement, maintenant de 2 à 10 milliards en fonction de… explique largement pourquoi on est obligé de les vendre et pas de les donner, comme certains l'espéreraient, pourquoi on est obligé de les vendre à un certain prix, d'autant plus que ça devrait rassurer tout le monde, on est dans un environnement extrêmement réglementé, extrêmement cadré. Parce que la voiture, la centrale nucléaire ou votre écran TV, on ne se pose pas la question si ça vaut vraiment 1 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Mais quand une boîte de médicaments dépasse 10 euros, on se dit tout de suite, ah là, ils s'en foutent plein les poches. C'est tellement culturel et ancré. Donc, je termine là-dessus. Donc, je pense que l'état de la recherche est bon. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de push du gouvernement pour en faire un secteur stratégique et il faut beaucoup plus d'investissement sur ce secteur par rapport à d'autres. Et ce n'est pas au contraire de ce qu'on dit parce qu'il n'y a pas d'argent, etc. Parce que, encore une fois, hein, dans l'industrie du luxe, ils construisent des sites de R&D, ils construisent des fondations, ils font des musées, ils achètent des tableaux, mais ils n'ont pas pensé encore à investir dans la science du vivant et ça, je pense que c'est une grosse erreur. Super. Bon, en tout cas, le sujet est passionnant, Claude, et on pourrait y passer un long moment. Oui, c'est clair. Vous parliez de faire bouger les mentalités, pourquoi vous voulez vous adresser aux jeunes aussi. Enfin, il y a tout un sujet derrière tout ça, mais il va falloir qu'on avance un petit peu parce que le temps file. Donc, on va attaquer vraiment la première grosse thématique qui est le PhD, donc le docteur en sciences, en life science notamment, en R&D. Grosse question qu'on nous pose souvent, Claude, qui a été posée largement à travers vos questions dans le formulaire, c'est finalement quelles sont les différences entre la recherche académique et la R&D dans le privé. Comme vous savez, Claude, quand on sort d'un PhD, d'un postdoc, on a été formé à la recherche académique et parfois, quand on postule pour un job de R&D, on se rend compte qu'on n'a pas tous les codes, que ça ne fonctionne pas de la même façon. Et là-dessus, est-ce que vous pourrez éclairer justement tous les doctorants PhD qui nous écoutent? Je pense que c'est un état d'esprit. Alors d'abord, je pense qu'il est très important de noter à tous ceux qui nous écoutent, je n'oppose absolument pas les deux mondes et au cours de ma carrière, j'ai tout fait pour les rapprocher. Parce que ça m'a toujours marqué qu'il y avait cette opposition aussi autour de l'argent et de ce qu'on gagne pas, et on gagne plus, on gagne moins, etc. Alors qu'on a tous au départ la même formation. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pu décider de bifurquer INSERM, je serais toujours Claude Bertrand, j'aurais fait une autre carrière, mais je veux dire, au départ, on est les mêmes. Et parce qu'en fonction de ce qu'on choisit comme voie, on a l'impression qu'on va où chez le grand méchant loup ou on est chez Blanche-Neige. Donc, je veux dire, moi, ça m'a toujours épaté qu'on ait autant de dichotomies. Pour moi, la question, donc je ne les oppose pas parce qu'on a besoin des deux. Parce qu'il y a des choses qui se font en recherche académique que nous n'avons pas les moyens ni le temps de faire dans l'industrie. Donc, c'est au contraire extrêmement complémentaire. Et pour un jeune PhD ou postdoc, la question à se poser, c'est de quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de travailler sur un sujet potentiellement pendant très longtemps et de façon très approfondie?
ou, et je caricature évidemment, ou est-ce que j'ai envie d'avoir un impact plus court terme? Là aussi, attention, modulo, le développement d'un médicament, ça prend 20 ans. Mais c'est un peu ça. En ce qui me concerne, moi, je peux parler que pour moi dans ce cas-là, j'étais très clair, alors que j'avais une avenue qui s'ouvrait pour être chercheur à l'INSERM. J'ai dit non, moi, je veux faire des médicaments, je veux avoir un impact sur la vie des patients. Et ça ne veut pas dire que le chercheur à l'INSERM, il n'aura pas d'impact sur la vie des patients. On n'est pas sur le… C'est pas aussi direct et ce n'est pas sur les mêmes laps de temps. Donc, je pense que c'est ça la grosse différence. Et ce que je retrouverais dommage, et je pense qu'il y en a eu, c'est que ce soit une différenciation par l'argent. C'est pour ça que moi, je pousse, chaque fois que j'en ai l'opportunité, dans des cabinets ministériels, dans des réunions quelles qu'elles soient, il faut augmenter le financement de la recherche publique, il faut beaucoup mieux payer nos chercheurs dans le public, c'est évident. Il ne faudrait pas qu'il y ait de différentiel, ou en tout cas beaucoup moins que ce qu'il y a des fois aujourd'hui. Parce que ce qui serait dommage, c'est que les gens fassent ce choix basé juste sur des aspects économiques. Parce que je trouve que c'est déjà mal démarré, excusez-moi du peu, mais c'est déjà mal démarré dans la vie de ne pas savoir ce qu'on a envie de faire et de vivre sa passion. Parce que moi, ce que je fais tous les jours, c'est vivre ma passion. Et j'espère que tous ceux qui sont chercheurs dans le privé, dans le public, c'est vivre leur passion. Donc, moi, c'est comme ça que je différencierais les choses. Et donc, c'est beaucoup plus, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le long terme. Et il y a des plus et des moins après dans chacune des carrières. Après, justement, dans le public, on fait un peu ce qu'on veut et on suit vraiment son sujet de prédilection et on le creuse. Mais on est tout le temps en train de courir après des grants et des fonds pour essayer de le financer. Dans le public, on se pose moins la question est-ce que j'ai l'argent pour faire les choses ou pas, mais on fait des choix qui ne sont pas forcément en lien avec nos envies. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi je fais de la recherche cardiovasculaire. Ah, Claude Bertrand a décidé de fermer la recherche cardiovasculaire, qu'est-ce que je fais demain? Il faut que je fasse de l'oncologie. Donc, on n'a pas la même liberté, quelque part, entre guillemets, c'est toujours une liberté relative, la même liberté. Mais je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question, de quoi j'ai envie. Exactement. Et pas du tout mettre la question du business, de l'argent comme prioritaire dans le choix qu'on fait de rester dans l'académie versus R&D, ce serait une erreur. Effectivement. Ok, donc il y a des différences, il faut savoir ce qu'on veut. Et après, effectivement, ce qu'on nous dit Claude, souvent, c'est quand on est en R&D, il y a aussi, effectivement, c'est pas la même façon de travailler, c'est pas la même liberté, on peut pas décider de tout ce qu'on fait. Ça peut s'arrêter, comme vous disiez, Claude, à tout moment. Il faut savoir être flexible et rebondir. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Mais dans les deux cas, voilà, il faut faire un choix et surtout garder la passion en fait pour la recherche, parce que les deux sont passionnants et complémentaires, comme vous avez dit, Claude. Oui, absolument. Absolument. Mais c'est vrai que dans les deux cas, c'est des contraintes et des contraintes différentes. Alors après, je pense que là aussi, il faut que les mondes se rapprochent parce que le chercheur, entre guillemets, fonctionnaire, qui a peut-être un salaire moins important, mais qui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se fassent virer de l'INSERM ou du CNRS, il y a des contreparties. C'est-à-dire on fait ce qu'on veut, on est plus tranquille, c'est un rythme beaucoup plus tranquille. Pour certains, ceux qui choisissent cette voie pour ces raisons-là, moi je ne le critique pas, mais on peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Malheureusement, ça n'existe pas. Peut-être que si un jour les deux se rapprochent suffisamment. Comment ? Je disais que peut-être si un jour les deux se rapprochent suffisamment, on finira par avoir peut-être le meilleur de la recherche. Absolument. On y arrive à travers des partenariats. Moi, j'ai construit énormément de partenariats publics-privés dans ma vie et on en a quasiment une cinquantaine aujourd'hui chez Servier et ça marche très bien. Super. Alors, Claude, on a aussi des questions sur je suis doctorant, je suis postdoc, je veux aller dans la R&D, dans l'industrie. À quel type de poste je peux prétendre après une thèse ou un postdoc? Ça, c'est la grosse question. Vous savez, il y a des noms parfois très farfelus. On n'est pas habitué à tout ça, hein, en recherche académique.
tu es chercheur, tu es maître de conf, tu es professeur. Dans l'industrie, on a plusieurs appellations en fonction de l'industrie, de biotech, etc. Donc, aussi perd un peu tout ça avec toutes ces nominations. Et puis ensuite, ben, comment on peut évoluer en fait, dans un premier poste en R&D, comment ensuite, quel type de carrière on peut avoir, comment on peut évoluer. Je pense que vous avez donné quelques éléments à travers votre parcours, hein. Mais voilà, quoi on peut prétendre en réalité. Bah, moi, et cette question, je l'ai pas tous les jours, mais quasiment, et que ce soit d'un point de vue familial ou professionnel, moi, je vous dirais à tous, quel que soit au stade où vous en êtes, allez le plus loin possible. Et donc, une fois qu'on a choisi une voie, une fois qu'on est rentré dans une entreprise, une fois qu'on est rentré à l'INSERM au CNRS, immédiatement, quelque part, et c'est normal, hein, à un moment, à 30 ans, il faut restreindre son champ d'action. Mais moi, quand j'ai choisi de faire un postdoc, comme je vous l'ai expliqué, j'avais 2 enfants, je n'avais absolument pas les moyens de faire ce que je voulais faire, mais j'étais drivé par une seule chose, c'est plus loin je vais, mieux je me positionne en sortie de parcours universitaire, meilleures seront mes chances derrière. Je n'ai jamais eu de plan de carrière, je n'ai jamais pensé à ce que j'allais faire, manager, etc. Et on va y revenir. Moi, ce que j'aimais, c'est de faire de la science et de pouvoir l'appliquer à la découverte du médicament. Quand je suis rentré chez Ciba-Geigy, aujourd'hui Novartis, j'étais un chercheur à la paillasse. Hein. J'étais un chercheur à la paillasse. Et après, ce qui va faire la différence, ce n'est pas des positionnements, c'est pas. Moi, je manage aujourd'hui des polytechniciens alors que j'étais nul à l'école. Hein. Je veux dire, il y a le monde de la formation universitaire et puis après, il y a le monde du travail. Et dans le monde du travail, il y a plein d'autres choses à prendre en compte qu'on ne peut pas forcément prévoir. C'est pour ça que je dis qu'il faut être drivé par sa passion, il faut être drivé par ce qu'on a envie de faire demain, l'année prochaine. Et si c'est de la recherche, c'est de la recherche, et ça peut être fait dans l'industrie. Et c'est là que potentiellement, peu importe les titres, mais c'est évident que vous rentrez fraîchement PhD, fraîchement même postdoc, si ce n'est pas un postdoc industriel, mais encore un postdoc universitaire, on va vous donner un certain domaine de recherche à creuser dans le cadre d'un projet, etc. Et puis, à partir de là, tout est nouveau possible. Mais c'est vous qui allez faire le management, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, il y a beaucoup d'écoles sur à partir de quand je peux manager. Mais ça va dépendre de vous. Est-ce que vous êtes un bon manager? Est-ce que vous ne serez jamais un manager? Moi, il y a encore des gens que je change de poste à 50 ans parce que mes prédécesseurs n'ont pas osé dire qu'en fait, ils étaient absolument nuls à manager des gens et que les gens sont en burn-out ou claquent la porte, etc. Parce qu'en fait, leur manager, c'est une brêle du management, mais personne n'a jamais osé lui dire. Et je vais vous dire, chez les scientifiques et les médecins, ce n'est pas là qu'on trouve les plus grandes proportions de grands managers, leaders charismatiques. Hein. Il y en a, mais ce n'est pas forcément la majorité. Donc, je pense qu'il faut partir de ces études et pourquoi on a fait ces études et qu'est-ce qu'on veut en faire, plutôt que de se dire à quoi j'ai droit, pas droit, etc. Parce que c'est là où le risque est extrêmement important à prendre en compte. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas prendre de risques, celui qui veut essayer de tout sécuriser, je vous le dis tout de suite, rentrer à l'INSERM. Ça sera quand même vachement plus tranquille. Il y avait quelque part des gens qui disaient à certains postes, est-ce que c'est des sièges éjectables? Bien sûr, parce qu'à partir du moment où on est dans un secteur privé, l'idée, ce n'est pas de virer des gens pour virer des gens, c'est d'avoir un maximum d'efficacité pour délivrer le médicament qu'on attend. Aujourd'hui, ça prend 15 ans pour développer un médicament. Moi, je rêve de partir à la retraite et qu'on ait passé ce timing à 12 ans, à 10 ans, peut-être à 8 ans. Aujourd'hui, on travaille sur des projets de maladies rares avec des modalités oligonucléotides tout à fait particulières, etc. On prend des risques énormes parce que ce n'était pas du tout un domaine dans lequel on était chez Servier. Mais j'ai le rêve que sur des maladies rares, en particulier pédiatriques, on puisse arriver à amener le produit en moins de 10 ans, voire en moins de 8 ans. Et je parle de choses, je ne peux pas aller plus loin parce que, évidemment, c'est confidentiel, mais c'est très concret. Donc,
oui, il faut prendre des risques et on est là pour délivrer. Donc, moi, quand j'ai des gens chez moi, et on fait ça très humainement, mais des gens chez moi qui sont quand même très bien payés et qui essayent d'avoir la vie qu'ils pourraient avoir dans un petit labo tranquille sans avoir à prendre de risques, etc., bah, c'est où ils redescendent de 3 crans ou ils vont chercher ailleurs parce que oui, on est là. Et quand on est une fondation, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas l'argent d'actionnaires, c'est l'argent de la fondation. Et ce que le fondateur nous a légué, c'est une formidable entreprise en disant je veux qu'elle se pérennise pour les générations futures et qu'elle continue à délivrer du progrès thérapeutique pour les patients. Et donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est ça. Mais ça demande, oui, ça demande de se donner beaucoup. C'est beaucoup de pression parce que même si on a une fondation, pour pouvoir alimenter notre R&D et nos millions que nous dépensons en R&D, il faut qu'il y ait des médicaments qui se vendent. L'argent revient. Donc, c'est un cercle, pour le coup, extrêmement vertueux. Mais tout ça, ça reste c'est une économie et ça ne se fait pas avec des gens qui sont… Parce que dans vos générations, et c'est celle de mes enfants aussi, hein, donc j'ai pas de mal à le dire, mais alors, qu'est-ce que j'entends? Le work-life balance, et puis est-ce que ça peut être près de chez moi? Et puis, si je ne pouvais pas prendre les transports, et puis j'aimerais être au centre de Paris, et puis je machin. OK, fine. Mais il faut faire des choix, quoi. Je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, quoi. On parlait tout à l'heure, Claude, on parlait de sacrifice, c'est peut-être pas le bon terme. Non. Mais à un moment donné, voilà, il va falloir aussi investir de son temps, de son énergie, y mettre de la passion. Des sacrifices à partir du moment où, encore une fois, vous voyez que c'est un peu récurrent. Oui, oui, oui. On sait ce qu'on veut, Ouais. on sait où on veut aller et on s'en donne les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est aussi de temps en temps prendre des risques, faire de extra miles, extra hours, etc. Mais qu'à partir du moment où c'est quelque chose que vous voulez et que ça suit une passion, je peux vous dire, moi je ne compte pas mes heures, mais ce n'est pas parce que j'en tire aucune gloire personnelle. C'est ma passion, donc il n'y a pas de problème. On a entendu pas mal de mots-clés à travers votre discours, Claude, de la passion qui revient souvent, qui vous a toujours animé, qui fait que probablement vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Et puis la notion de risque, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette notion de risque, tout le monde n'aime pas prendre des risques, tout le monde… y a des gens, comme vous dites, qui veulent un petit poste et être pépère, et puis ensuite évoluer le plus loin possible. Voilà. Mais il faut s'investir, il faut être capable de prendre des risques et parfois aussi accepter quelques conséquences. Ouais. Et en France, je pense qu'on a ça. Peut-être qu'à un certain moment, on l'a perdu. Enfin, moi, je rencontre, là, j'étais à la conférence JP Morgan à San Francisco la semaine dernière. J'ai rencontré des tas d'entrepreneurs français qui ont vos âges, hein, 25, 35 ans, 40 ans max, qui sont à fond. Alors, beaucoup dans l'intelligence artificielle, évidemment, le big data, Internet of Things, et j'en passe. Mais je retrouve la même passion, la même envie, et ces gars-là, mais ils bossent comme des brutes. Hein. Ils bossent comme des brutes, mais ils vous disent la même chose. Mais je réalise mon rêve. Donc ça, c'est ça que moi j'ai appris de la culture américaine où j'ai vécu longtemps et qui a transformé littéralement ma vie. Parce qu'en fait, on peut les prendre pour des crétins quand on est français, qu'on les regarde, on se dit c'est des grands enfants. Oui, mais le rêve américain, c'est tout est possible. Et tout est possible. Très bien. Écoutez, juste pour conclure sur cette partie-là, Claude, quelles compétences il faut avoir? Quelles compétences il faut avoir? Il faut viser le plus haut possible. Quand on est, là, je parle à des PhD et postdoc, viser haut, quoi. Il faut montrer que ce qu'on fait est bon. Jusqu'à nouvel ordre, la seule façon de le faire, c'est de publier ses travaux et, si possible, dans de bons journaux, voire les meilleurs journaux. Ce qui va faire de vous un très bon scientifique, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions, c'est ça. Et après, tout le reste, mais c'est 50%, voire 60%, voire 70%, c'est vous, la personne que vous êtes et ce que j'appelle les soft skills. Aujourd'hui, une fois que j'ai reçu un CV, moi, je reçois des gens pour écouter des gens, observer des gens et me dire, est-ce qu'il va y avoir un bon fit avec l'équipe? Est-ce que X va bien pouvoir travailler avec Y? Je suis devenu plus RH et psy que scientifique.
Mais c'est tellement vrai. Et ça encore une fois, ça peut paraître un peu arrogant, mais au bout de 30 ans, moi, je vois une personne 5 minutes de mon bureau, je veux dire, ça va le faire, ça ne va pas le faire. Après, il faut creuser sur les détails, etc. On le sent, ça, on le sent. C'est une belle personne, c'est une belle personnalité. Ça ne va pas être juste un emmerdeur et un gars qui empêche de tourner en rond. Ceci étant dit, après, il faut de la diversité. Donc, tout ça, ça va. Donc, vous arrivez pour un entretien, bah, tout dépend de quel poste, à quel moment, dans quelle équipe. Et il y a un coup, vous allez vous casser les dents, et le coup d'après, ça va marcher parce qu'en fait, vous fitez plus. Donc, mais ce que je dis, c'est que c'est surtout l'importance des soft skills. J'ai des gens, ils arrivent par des diplômes, ils ont fait X, ils ont fait un PhD, et puis après, ils se disent, oh, il faut peut-être un petit MBA de HEC, etc. Mais c'est des gens qui peuvent être très déçus 20 ans après parce qu'ils n'ont pas grimpé dans une entreprise comme ils voulaient, parce qu'en fait, il leur manquait quelque chose d'essentiel. Hein. C'est les soft skills. Et c'est celles-là qui vont faire que vous êtes un bon ou un mauvais manager, que vous allez embarquer des troupes. Moi, tout seul, aujourd'hui, je suis capable de rien faire. Moi, mon job, c'est d'embarquer 2200 gus qui se disent « Waouh, j'ai envie d'y aller ». Vous voyez le truc Steve Jobs et son iPhone. C'est ça qui emmène les gens. Donc, pour les jeunes comme vous, je pense que c'est de se dire il faut monter le plus loin possible dans ces skills, les hard skills, et après de se dire je choisis un job sur l'intérêt du job et en quoi il est en adéquation avec ma passion, l'ADN de l'entreprise. Donc, je vais arrêter là parce que sinon, je vais vous faire un petit spiel sur Servier. Mais en plus, Servier en France, ce n'est pas tous les jours facile. Mais je peux vous dire, moi, c'est ma 6e entreprise. Je n'ai jamais vécu un truc pareil. Jamais, jamais. Bon. C'est la beauté d'une fondation. Donc, il faut vraiment se focaliser là-dessus. Et après, c'est au contact des gens dans l'entreprise qu'on va se révéler. Et là, il y a un peu d'inconnu. Encore une fois, il y a une petite prise de risque parce qu'on se dit, ça colle, ça colle pas. Il faut être prêt à changer. Hein. Moi, j'ai changé beaucoup les premières années parce que les opportunités, parce qu'ils voulaient me faire bouger dans un pays où je ne voulais pas aller, des choses comme ça. Il ne faut pas avoir peur de changer, de commencer sur un premier poste. Si on a bien fait la première étape, ce que je vous dis, c'est de pousser le plus loin, le plus haut, vous êtes bankable. Hein. On viendra vous chercher. Si vous êtes bon, moi je dis, à part le premier, je n'ai plus jamais cherché un job. Hein. Après, on vous a toujours chassé, donc quelle chance. Donc, du coup, Claude, comment on fait pour arriver jusqu'à votre bureau et pour avoir un entretien avec vous? Parce que beaucoup de doctorants, PhD, postdoc nous disent OK, mais moi, je postule, j'ai pas de réponse, c'est dur. On me demande l'expérience, peut-être que je n'ai pas. Comment on fait finalement pour arriver à vous rencontrer ou à arriver à la marche? Il y a 2200 personnes dans mon département. Donc, si je commençais à vous dire, envoyez-moi tous un email, moi qui suis en général, vous pouvez en témoigner, relativement réactif. Il y a juste 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, et après, il y a un moment, j'exploserai. Donc, il y a évidemment des correspondants ressources humaines dédiés à la R&D. Moi, ce que je fais en général qui accélère, c'est évidemment, je sais exactement en fonction du profil la personne, parce que quand 2200 en R&D, 22 000 dans le monde, si vous prenez le mauvais bureau au départ ou la mauvaise ligne ou le mauvais email, ça peut tomber aux oubliettes, quoi. C'est ça le risque. Donc, je n'ai pas une recette miracle. La seule, ce serait de dire envoyez-moi tous votre truc, mais là, ça ne va pas le faire. Regardez l'organigramme je ne sais pas ce qui est disponible sur notre site, de ce point de vue-là, sur notre site Internet, mais je pense qu'il y a le directeur de la recherche, Christophe Thuriot. Il y a un certain nombre de gens qui peuvent être accéder relativement directement. Les réseaux, c'est évidemment très, très bien. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter au-delà de répondre à une annonce, de la doubler par un contact que vous avez par ailleurs. Mais ça, je dirais, en parallèle de vos études, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais ça, c'est la beauté des réseaux sociaux, et en particulier LinkedIn qui, au niveau professionnel, à mon avis, est quand même le plus développé.
surtout dans nos domaines. Et là, c'est allez-y, quoi, franco de port. Hein, il faut voir un peu, vous regardez Servier, vous voyez les titres de job, etc. Et puis, vous pouvez aussi faire des approches directes. Alors, je dis Servier parce que je suis cher Servier, hein, il faut peut-être le faire. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tous ces conseils-là, effectivement, quand je disais pour vous, Claude, comment on vous rencontre, je faisais référence à voilà, comment, Hein, pour je faire sais quelle pas. stratégie on peut mettre en place pour arriver à décrocher ce fameux entretien et faire ses preuves et éventuellement à ce moment-là montrer ces soft skills que vous nous avez conseillés. Donc la concurrence, elle est rude, bien évidemment, hein, entre les gens qui ont fait pharma, les gens qui ont fait MBA, les gens qui sortent tout juste de thèse. Et c'est vrai qu'il faut quand même se démarquer et passer par le réseau, bien évidemment, Alors, c'est il y a une chose, possible. on n'a pas parlé, je n'ai pas vu dans les questions, Oui. euh, qui a littéralement, il y a toujours des étapes quand on vous demande comment vous avez progressé, etc., qui ont changé ma vie. Et la première, c'est aller à l'étranger. Donc, que ce soit dans le cadre de votre thèse, que ce soit dans le cadre de votre postdoc, ou que si ça n'a pas été fait dans ce cadre-là, dans le cadre d'un premier emploi, si vous avez la possibilité, quand on est jeune, pas forcément comme moi j'en avais déjà des enfants, etc., bougez, bougez, allez voir ailleurs. Et je ne fais pas de pub pour un pays plutôt qu'un autre. Je pense que la diversité et l'ouverture d'esprit que ça donne aide beaucoup après dans les emplois futurs, etc. Je n'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite si je n'avais pas fait un postdoc aux États-Unis. Ça, j'en suis persuadé. Je n'ai pas le contrôle négatif, hein, mais j'en suis absolument persuadé. Pas seulement parce que ça m'a apporté en papier, pas seulement parce que j'étais dans un bon labo, mais parce que ça m'a ouvert l'esprit. Mais vous n'imaginez même pas. Moi, je n'étais jamais sorti même pas de France, mais même de ma région. Hein. Et j'étais le premier de mon labo à Strasbourg à dire je veux faire un postdoc aux US, donc aucun appui de mon directeur de thèse, super content. Et c'est pour ça que je me suis débrouillé tout seul, mais ça a tout changé. Donc, et je le vois la différence dans les PhD et les postdocs qu'on a, si c'était des gens qui viennent de l'étranger, parce qu'on a aussi des PhD ou des postdocs étrangers qui viennent le faire chez Servier en France. On a la possibilité d'offrir des postdocs aux États-Unis maintenant qu'on a des labos aux États-Unis. Mais ça, pour moi, c'est un point énorme. Et ça fait partie du petit confort. Ouais, c'est sympa de rester. Là, on connaît, alors les Parisiens, je veux rester à Paris, je ne veux même pas traverser le périph', machin, etc. C'est difficile de grandir. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, il Parce que faut. ça, là aussi, à l'étranger, la prise de risque, bah oui, j'y vais, merde, est-ce que j'ai assez Puis toute la démarche de s'intégrer dans une nouvelle culture, etc. Alors, je peux vous dire, hein, c'est compliqué. Hein. Un bon moyen également de développer ces fameux Alors skills. là, ça détermine, vous êtes plus un leader ou vous êtes plus un suiveur. C'est-à-dire, Claude, Parce du coup. qu'il faut prendre énormément de risques. Alors aujourd'hui, vos niveaux d'anglais respectifs sont sans doute bien meilleurs que celui que j'avais quand je suis parti. Et je veux dire, c'est se lancer dans le vide, sans appui, sans amis, sans rien, dans un pays qu'on ne connaît pas. C'est une prise de risque et de sortie de zone de confort qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais quand on l'a fait, on en ressort, on n'est plus la même personne. On n'est Donc, plus la même personne. quand vous avez l'opportunité de le faire, la flexibilité, allez-y. C'est génial, un super conseil, merci beaucoup Claude. Et donc je suppose que quand vous avez des CV, c'est aussi quelque chose qui attire votre attention. Hein. À partir de là, de savoir que j'ai en face quelqu'un. Oui, enfin, ça ne va pas forcément être déterminant, mais c'est un facteur important. Un facteur important. D'accord. Qui renvoie à pas mal de Aujourd'hui, on est une boîte française, mais je veux dire que je pense qu'aujourd'hui, 80% des réunions ont lieu en anglais. Hein. Parce qu'il y a toujours un. Ben oui, on ne s'imagine pas, on est à Suresnes. Mais quand je suis rentré il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Mais moi, dans les changements que j'ai faits, alors je pourrais vous faire un topo d'1 heure sur la place des femmes, la place des non-français, la diversité et l'inclusion à large, c'est un sujet qui me passionne.
je suis d'ailleurs sponsor COMEX chez Servier et on a lancé un certain nombre d'initiatives. Et pour moi, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet à la mode. Hein. C'est, je pense fondamentalement qu'avec la diversité vient l'innovation. Plus on croise les cultures, plus on croise les genres et tout ce qu'on peut mettre dans la diversité, et plus on a d'innovation. Si vous mettez 2000 franchouillards dans un labo français au milieu d'un truc français, ben, vous aurez beaucoup moins d'innovation que si vous mélangez. Donc, l'innovation va avec la diversité. En tout cas, la diversité pousse l'innovation. J'ai toujours appelé ça, c'est aussi ce qu'on appelle, c'est pour ça que le campus de Saclay va être un truc formidable. Moi, c'est ce que j'ai connu à San Francisco, à Boston. San Francisco, dans le labo, il y avait 2 Américains pour 8 étrangers. Et les Américains, ils ont fait ça il y a très longtemps. Et après, ils croisent et ils créent des nœuds, des hubs au niveau de machines à café. Et vous avez le gars qui travaille sur, je ne sais pas quel réacteur, machin, qui rencontre un gars qui fait de la bio. D'un seul coup, ils disent « Ah merde, il y a peut-être un truc à faire ensemble pour régler notre problème. » Un mathématicien, ben oui, c'est le croisement des sciences, c'est ça qui va créer les innovations de rupture. Absolument. C'est pas y aller petit à petit en disant je mets celle A plus cellule B et puis. Absolument. Pour croiser les disciplines, c'est exactement ça. Alors, j'ai laissé du temps volontairement pour que vous puissiez allumer vos caméras et poser vos questions directement à Claude. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment. En attendant que certains décident d'allumer leur caméra, ou peut-être si vous êtes frileux, vous ne voulez pas allumer votre caméra, vous pouvez laisser vos messages aussi. Donc, je vous remercie Amel et Sophie. Coucou Amel, Sophie. Je vous laisse ouvrir votre micro et poser vos questions à Claude. Samuel aussi, coucou. Honneur aux dames. Allez-y, Amel, Sophie, je vous en prie. Allumez votre micro, on ne vous entend pas. Amel, Sophie, tu as le micro éteint. Ok, là c'est bon, on y va. J'ai pas de questions particulières, merci. D'accord, tu voulais juste faire un petit coucou à Claude. Bonjour. Ça, c'est que j'ai l'habitude de montrer qui je suis et c'est plus de la courtoisie, je suis désolée. Pas de souci. Très bien. Alors justement, Sophie, tu me fais penser à une question que j'ai eue de quelqu'un qui n'a pas de PhD. Alors ceux qui ont Bac+5 aussi, Claude, peuvent rentrer de la recherche académique vers l'industrie pharma. C'est aussi les mêmes processus, ils peuvent il y a des opportunités. Donc ça, oui. Non, mais il faut des gens partout. Hein, et moi, je sais d'où je viens. Donc, quand je vais dans je ne fais pas de différence entre les archi-diplômés et les moins diplômés. Tout dépend du job qu'ils ont envie de faire et est-ce que c'est adapté pour le job. Absolument. Et de la motivation et de la passion et de l'ambition, etc. Samuel, je t'en prie, si tu veux poser ta question à Claude. Oui, j'avais une petite question effectivement sur 2 choses qui m'ont interpellé dans les discours, on va dire les discours d'intervention de Monsieur Bertrand, de Claude. Déjà, merci pour être présent. Moi, en fait, je viens d'un parcours académique. Après, j'ai laissé la recherche. Mais je reste fondamentalement attaché à mes origines, on va dire, de départ. Et du coup, ça m'intéressait quand vous avez dit 2 choses, c'est-à-dire que Servier, c'est financé essentiellement par une fondation. Donc, je voulais savoir concrètement quelles sont les différences majeures que vous voyez dans votre approche, éventuellement. Et la deuxième, c'était par rapport au partenariat public-privé. Si vous pouvez juste simplement nous faire peut-être un exemple de quelqu'un de quelques-uns qui avait particulièrement succès en ce moment. Okay. Enfin, on va dire, c'est 2 parties qui m'intéressaient pas mal. Très bien. Merci. La fondation, merci pour vos questions. La fondation, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est les flux d'argent. C'est-à-dire que je vais être très simple. Ce n'est pas d'ailleurs essentiellement, c'est exclusivement. Donc, nous, on ne vit que de l'argent produit par la vente de nos médicaments. Cet argent revient dans l'entreprise et il est utilisé évidemment pour le bon fonctionnement de l'entreprise, des améliorations qu'on veut donner à l'entreprise. Ben voilà, on construit un centre de R&D sur le plateau de Saclay, 400 millions. Il faut aller sortir les 400 millions. Mince, on a besoin d'une nouvelle usine pour produire tel médicament, 100 millions en Normandie.
etc., etc. Et ensuite, il faut financer sa recherche et son développement. Et c'est aujourd'hui chez Servier, pour vous donner une idée, sur le budget de cette année, c'est 800 millions d'euros. Donc aujourd'hui, le comité exécutif, on a tous décidé ensemble, ben voilà, l'industrie a besoin de temps, la R&D a besoin de 800 millions, les forces de vente pour vendre les médicaments, ils ont besoin de temps, etc. Donc il y a tout le fonctionnement, plus les investissements, sauf terrain. Et tout ça, ça marche en vase clos. La grosse différence avec une entreprise qui est publique, privée, pardon, non, c'est public dans ce cadre-là, puisqu'elle appartient à un certain nombre d'actionnaires, et ces actionnaires entendent recevoir un retour sur leur investissement. Donc, c'est plus autofinancé comme une fondation, c'est des actionnaires qui mettent de l'argent, et ça, c'est le mode capitaliste de base. Vous mettez 1 euro, vous essayez de récupérer 1,2 €, 1,3 € à la fin de chaque année. C'est le fameux retour sur les actions. Donc, j'achète une action à 20 € et j'espère que l'action va devenir 25, puis 30, si ce n'est pas une action de Moderna qui va devenir 300 ou 1000. Et c'est les risques et les paris qu'on fait, mais on attend un retour sur investissement. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des actionnaires. Et c'est ça ce qu'on dit, c'est que chez Servier, le bénéficiaire ultime de nos investissements, c'est le patient. Quoi que vous lisiez, quoi que vous entendiez, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de famille. Il y a zéro famille Servier, il y a zéro. Chez Ipsen, 60% c'est la famille Beaufour, et puis après les autres 40%, c'est des actionnaires. Et les actionnaires, ils veulent bien mettre de l'argent, mais ils attendent à ce qu'ils aient un retour sur leur investissement. Sinon, ils mettent ça sur un livret A, et c'est moins risqué. Donc voilà, c'est ça la grosse différence. Ça change quelque chose sur la vision des projets, en un mot. Alors oui, alors, sur les approches, c'est qu'on est, et c'est ça la beauté, c'est pour ça que je m'y plais tant, c'est qu'on est maître à bord dans un cadre qui est, il faut qu'on maintienne la fondation en vie pour les générations futures, mais à partir du moment où on remplit cet exercice-là, on fait ce qu'on veut. Nous, on peut investir, moi je décide d'investir sur on l'a fait, sur une maladie, il y a 3 enfants en France, et on pense qu'on a la bonne techno, la bonne approche, etc. On peut essayer de faire un coup, on fait un coup, on aura 0 retour sur investissement, mais on est une fondation. Moi, j'ai pas besoin on fait beaucoup de choses sur le pédiatrique parce que les grandes entreprises aujourd'hui ne font plus de pédiatrique parce que ça ne rapporte rien. Donc, c'est ça. Et après, s'il faut faire un investissement aujourd'hui parce que je dis, tiens, les oligonucléotides, ça sera la future modalité dans 20 ans, bah, j'ai un patron qui va me laisser au moins investir une partie de mon budget là-dessus. Chez Ipsen, je les ai fait, hein, chez Pfizer, c'est des cycles de 3 ans. Ah, tu as essayé ça n'a pas marché, bon, on tue, on fait autre chose. Et c'est là la difficulté, parce que dans le médicament, 3 ans, c'est rien. 5 ans, c'est rien. Et donc, quand vous faites vraiment de nouvelles aventures et vous creusez de nouveaux sillons, si vous dites j'ai 3 ans pour sortir un truc et que vous avez le gars qui vous met le pistolet sur la tempe tous les 4 matins pour dire oh, il faut que ça délivre, là, j'ai mis 10 millions. C'est pas possible, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Génial. Sur les partenariats publics-privés, ils sont essentiels, on en a beaucoup. J'en citerai un qu'on vient de signer en décembre, il y a eu des communiqués de presse, etc. On a signé un grand contrat cadre avec Gustave Roussy. Et quand on dit un contrat cadre, c'est que justement, on met un cadre où un certain nombre de conditions sont déjà préétablies pour qu'ensuite, on puisse très rapidement, quand on a une idée de projet, très rapidement, on fait un plugin. On se dit, tiens, j'ai découvert ce nouveau truc sur cancer du sein triple négatif. Je téléphone à Fabrice André. Est-ce que ça vaudrait le coup qu'on mette nos forces en commun parce que vous avez les biopsies patients, nous, on peut faire ça, etc. Et hop, on peut démarrer. Donc, on le fait de plus en plus. On a un contrat cadre avec le CNRS. Puis après, il y a des choses au niveau de l'Europe. On travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle, ce qui était autrefois IMI, les innovations médecine. Maintenant, c'est innovation health tech, les IHI. Alors là, c'est plusieurs académiques, plusieurs industriels. Donc, c'est plutôt un format consortium. Puis après, il y a le petit
le petit labo lambda qui a fait une super trouvaille qui nous intéresse, etc. Et on signe au gré à gré avec un chercheur. Alors, c'est toujours très compliqué en France parce que tout le monde veut se faire des sous. Dès qu'il y a un industriel qui passe la porte, tout le monde dit « Ah, ben, c'est moi qui ai eu l'idée, alors c'est l'INSERM, après c'est l'université, après c'est le CEA, après c'est… » Des fois, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Ça prend tellement de temps que le jeu, on ne vaut pas la chandelle, quoi. Mais non, l'innovation, elle est partout dans le monde. Il ne faut surtout pas avoir l'arrogance de penser que si je travaille dans mon petit labo là, chez Servier, avec les plus brillants du monde, je vais faire les plus belles découvertes. Ce n'est pas vrai. On en revient à la diversité. Il faut croiser les chemins. Puis moi, quand j'ai un chercheur qui arrive avec une idée, la première chose que je dis, c'est est-ce que tu es sûr qu'il n'y en a pas un qui a déjà eu cette idée? Donc, il est obligé de venir avec un dossier extrêmement complet sur tout ce qui a été fait dans le monde sur le sujet. Et si je vois qu'il y a des grands labos, quelqu'un avec une bonne réputation, etc., je dis, bon, prends ton téléphone et vois où il en est, parce que ça peut nous faire gagner du temps. Merci beaucoup, Claude. Merci, Samuel. On va avancer parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps et il y a des gens qui veulent poser des questions. Je crois que Marie est la suivante. Marie, allume ton micro, s'il te plaît, je t'en prie. Donc, bonjour Monsieur Bertrand, merci pour cette très belle discussion. J'avais une question parce que actuellement, je cherche de manière intensive plutôt dans l'industrie et à l'étranger, surtout à l'étranger d'ailleurs. Et là, vous nous avez dit que suite à notre parcours universitaire, on a intérêt à pousser le plus loin possible. Et j'ai bien vu dans mes recherches qu'il y a très peu de postes juniors ou de postdocs dans l'industrie. Donc, j'ai l'impression que passer par au moins un postdoc dans l'académique avant de rentrer dans l'industrie, c'est presque obligatoire. Alors, je l'aborderai sur deux facettes. C'est de toute façon mieux. Enfin, ça, c'est mon avis. Alors là, c'est très personnel. Hein. Si vous avez les moyens, c'est-à-dire que si vous pouvez vous permettre d'avoir cette agilité de pouvoir bouger pour 2 ans, voire 3 ans à l'étranger, que vous avez un soutien, qu'il soit ou privé, familial, ou qu'il soit à travers des bourses et des financements, parce qu'il y en a, et qu'un labo est prêt à vous accueillir, ça je suis sûr qu'il n'y en a pas. Je ne connais pas votre parcours, mais je sais que vous étiez à la Job Fair, mais en tout cas, moi je dis, ouais, tentez. Si vous avez vraiment besoin de vous trouver un job, etc., je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez, mais ça se trouve, et ça peut se trouver à l'étranger aussi. C'est là qu'il faut faire travailler le réseau, parce que je ne sais pas si j'avais eu votre CV, vous spécifiquement. Vous l'aviez envoyé? Je ne pense pas, non. Pas spécifiquement. Bon, vu votre persistance, je le dis tout doucement, mais envoyez-moi votre CV quand même que je le vois. Je vous promets jamais rien. Hein. Je ne promets rien que je ne puisse tenir. Mais que, à la limite, je peux vous donner 2-3 conseils en fonction de ce que je vois sur le CV et peut-être même un contact ou l'autre. Mais si vous en avez la possibilité, oui, je pense qu'un premier postdoc dans un bon… Alors, il vaut mieux un postdoc dans l'industrie qu'un postdoc dans un boui-boui universitaire, encore une fois, sans arrogance. Mais si vous pouvez être dans une université juste l'université a un grand nom, etc., ça joue dans un CV. Très bien. Merci beaucoup. Je vous envoie ça par LinkedIn. Non, Claude, par email. Hein. Mon email, c'est claude.bertrand@servier.com parce que LinkedIn, je regarde pas aussi régulièrement que mon email. Alors, le temps file et je crois qu'il y a encore 2 personnes qui veulent poser des questions. J'en ai une. Ouais, si ça dépasse un peu, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est Rayhan, je crois, ou je me trompe. Le pull rouge. C'est juste que l'association scientifique, j'ai pas le prénom. Donc, oui, c'est moi. Je suis désolée, je me suis connectée par notre association Nano. J'ai pas de questions, mais je voulais juste remercier à vous et à Monsieur Bertrand pour cette conversation très intéressante. Merci beaucoup. Génial. Donc, merci. Rayhan, Amina, tu avais une question? Oui, j'ai une petite question. Tout d'abord, bonjour, et puis merci pour cette, on va dire, cet entretien, cette petite discussion. Moi, j'avais une question par rapport au fait, donc voilà, je suis titulaire d'un doctorat en biochimie des protéines.
j'ai pas de spécialité spécifique, je maîtrise pas un appareil. Voilà, je suis pas une experte. Je suis plutôt générale. On va dire, je connais bien les protéines et c'est plutôt général. Et je suis en train de me poser la question parce que voilà, donc j'ai beaucoup travaillé dans la recherche académique. J'ai fait ma thèse en 2015, c'était à Lille. Après, je suis partie en Algérie, j'ai travaillé pendant 3 ans, toujours dans un centre de recherche, mais public. Et donc là, je suis revenue en France et je voulais intégrer l'industrie privée, donc voilà, pharmaceutique ou biotechnologie, mais toujours attrait par rapport aux protéines. Mais voilà, j'ai l'impression que le fait que j'ai pas une spécialité ou quoi, ça peut bloquer un petit peu mon embauche, entre guillemets. Donc j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce détail-là. Est-ce que vraiment il faut avoir, voilà, est-ce qu'il faut être Non, non, expert dans un non. domaine? Non, non, je pense que non, non, il faut aussi des. Après, c'est difficile de commenter avec aussi peu d'informations parce que Oui, ça dépend de ce que vous mettez dans spécialité versus généraliste. Mais enfin, je commenterai de façon assez globale en disant qu'on a autant besoin de généralistes que d'experts. Euh, et parce que, excusez-moi, parce que souvent, ils demandent en général une spécialité. Quand je dis spécialité, c'est plus sur la oncologie, immunologie. C'est vraiment des thèmes que je revois souvent, mais je sais pas. alors, Moi, ça me bloque en fait quand je vois ça parce que j'ai l'impression que je ne peux pas prétendre à ce type de poste. ouais, ben non, faut pas du tout s'arrêter, faut pas s'arrêter là-dessus. Encore une fois, on n'a pas le temps de Oui, creuser sur quel type de protéines et dans quel domaine vous travaillez, mais je veux oui, dire, il ne faut pas du tout s'arrêter à ce genre de choses. De toute façon, il faut, je vais vous dire, hein, le premier job, il faut taper large. Hein. oui, Moi, le premier, je sais pas combien j'ai écrit de lettres parce qu'il n'y avait pas encore d'email à l'époque. oui. Je ne sais pas combien j'ai écrit de lettres pour récupérer un entretien ou 2 entretiens, et puis pour qu'il y en ait un qui marche, etc. Donc là, il faut y aller. Hein. Là aussi, ça demande un investissement personnel quand même intense. Après, ça dépend des entreprises et comment elles sont organisées. Chez Servier, on est organisé en matrice, c'est-à-dire qu'il y a les aires thérapeutiques qui sont responsables des programmes et des projets. Et Mhm. ensuite, on a ce qu'on appelle des pôles d'activité. Oui, j'ai vu que vous On a un aviez. pôle protéines. Je ne sais pas si vous étiez au job fair en décembre, mais bon, donc, et dans ce cadre-là, on a besoin de beaucoup de généralistes qui vont un jour travailler sur un projet en onco et le lendemain travailler sur un Oui, projet en voilà. neurosciences. Donc, au contraire, là, c'est très apprécié parce que les gens qui ah non, moi, madame, je ne travaille que sur l'oncologie, ben, ça ne marche pas comme ça, quoi. Donc D'accord. non, au contraire. Je Hein. peux. Ok. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Super. Est-ce qu'il y a une question? Je sais qu'à Bagel, tu avais, je ne sais pas si c'est ton prénom, allumé ta caméra. Voilà. C'est Arthur, c'est. Non? Ouais, c'est ça, c'est Arthur, pardon, c'est Ah, voilà, Arthur, j'ai reconnu. avec l'identifiant de mon ordinateur. Pardon. Donc bonjour, ben, merci pour ce moment de discussion, c'est ultra intéressant et ça fait un peu rêver. Moi, j'ai une question, donc comme beaucoup de jeunes docteurs, je cherche justement à rentrer plus dans le milieu académique, le milieu industriel, pour une raison simple, hein, c'est vraiment la nature des projets qui me stimule et pas forcément dans vraiment plus appliqué. La problématique qu'il y a, c'est que du coup, bah, c'est difficile de trouver un emploi, en tout cas en recherche. Et au bout d'un moment, bah, il fait qu'on a besoin de trouver du travail quand même pour vivre. Du coup, ma question est la suivante, c'est est-ce que pour viser de travailler plus tard dans la R&D, est-ce qu'on peut aller sur des fonctions, on va dire, support à la recherche pendant quelques temps, par exemple de management, de gestion de projet ou des choses comme ça, et ensuite réintégrer la recherche, ou alors faut-il carrément tout miser sur des postdocs, Non, non, tout est possible. C'est là qu'on voit la créativité, l'entrepreneurship, etc. Si vous avez envie d'intégrer une boîte, s'il y a un truc qui n'est pas numéro 1 sur votre liste, mais qui vous branche suffisamment pour dire, tiens, bah, je prendrais bien un petit chemin de traverse. Alors ça aussi, je pense qu'il faut absolument pas faut absolument pas se priver. J'ai la discussion aujourd'hui, le gars qui gère plutôt la stratégie, la transformation de la R&D, qui est mon chief of staff. Cyril, il sort de l'INSERM, il a fait un PhD il y a 20 ans. Alors lui, ce qu'il vous dit, c'est qu'à partir du moment où il est resté trop longtemps, vous êtes trop longtemps sur des fonctions transverses du project management, du programme management, enfin, j'en passe et les meilleurs,
il ne faut pas attendre 10 ans pour se dire ah, tiens, maintenant je me remets. Parce que là, vous coltinez des jeunes loups qui sortent, qui sont 10 ans plus jeunes que vous et qui sont hyper affûtés sur certains sujets que vous ne connaissez même pas. C'est mort, quoi. Il y a quand même un cycle qu'il faut respecter. Mais non, sans aucun problème, il ne faut pas vous priver. En vous écoutant tous, je suis quand même assez épaté parce qu'on me dit il y a pas, c'est pas facile de trouver un job. Donc, il y a peut-être quand même un truc à faire pour arriver à vous orienter, etc. Parce que de ma fenêtre, des jobs, il y en a plein. Des postes ouverts, on en a tout le temps, quoi. Et il y en a certains, on n'arrive même pas à aller. Alors, c'est peut-être plus sur des choses très spécialisées, très pointues. Mais c'est quand même intéressant de vous écouter parce qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique mondiale, elle embauche, mais lourdement, quoi. Alors, en France, comme je l'ai dit, on est beaucoup moins d'acteurs et de moins en moins. Donc, même si on est plutôt sur une phase de réembauche, ça ne permet pas de nourrir tous les PhD et post-doc qui sortent chaque année, mais je suis quand même assez étonné, quoi. C'est intéressant votre remarque, Claude, parce que nous, de notre côté de Résilience, on a beaucoup de gens des PhD qui nous disent je galère, c'est dur, j'y arrive pas, je postule 100 fois, j'envoie, je n'arrive même pas à avoir un premier entretien. Et de l'autre côté, Claude qui nous dit de ma fenêtre, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des choses à faire, Claude, j'en suis certaine. Alors, encore une fois, je ne donne des chiffres ni d'un côté ni de l'autre, donc c'est oui, un bien peu sûr. gratuit ce que je dis, mais c'est vrai que et ça m'inquiète encore plus, d'autant plus que nous, à partir de l'été prochain, on va quand même passer en mode embauche, puisqu'on aura beaucoup de gens qui partent vu notre déménagement à Saclay. Oui. Non, c'est instructif. C'est instructif, c'est intéressant. Alors, je sais qu'il est 37, Claude, mais est-ce que vous prenez une ou deux dernières questions S'il y a encore 2 questions, oui. Il y a Delphine et Benjamin. Delphine, Benjamin, si vous voulez y aller droit au but, si vous avez une question, allez-y. Ok, je veux bien. Merci Assia. Coucou Assia, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Bertrand et je vous remercie pour cette présentation et ces informations que vous avez données qui sont très précieuses. Alors, juste en quelques mots, moi j'ai un doctorat dans le domaine des nanotechnologies avec des applications plutôt oncologie et j'ai ensuite suivi un parcours dans l'enseignement en physique-chimie. Et aujourd'hui, j'aimerais valoriser mes 2 expertises, en termes d'expertise scientifique, de communication, pour rejoindre un poste dans l'entreprise pharmaceutique. Et j'aurais aimé avoir votre regard, s'il y a une possibilité de postuler directement et de rejoindre donc un poste, ou de faire un complément au travers d'une formation qui me donnerait un ajustement au niveau de tout ce qui est formulation, médicaments, réglementation, etc. Non, mais pareil, comme c'est relativement précis, ouais. Je suis en train de faire ce que je dis que je ne voulais pas qu'on fasse, mais il faut que je vois votre CV et à ce moment-là, je peux vous orienter vers quelqu'un. J'ai tout de suite quelqu'un en tête, Jean-Manuel Péan, qui travaille sur Orléans, qui est vraiment en charge de toutes nos innovations galéniques. D'accord. Par exemple, on est en train de travailler sur des formulations assez chiadées pour l'administration aux enfants, voire aux nourrissons, etc., qui est encore un domaine sur lequel rien n'est fait. D'accord. Donc, je dirais qu'à minima, je peux vous mettre en contact avec la personne chez nous qui est plutôt dans votre domaine. D'accord. Qui, à mon avis, sera plus utile que vous balader dans tout le… D'accord. C'est que ça m'a l'air quand même très spécifique. Et puis, en fonction de ce que je vois dans votre CV, j'aurais peut-être d'autres idées. Mais… D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci Claude, merci Delphine. Dernière question, s'il vous plaît, dernière question, parce que le temps là, il file. Benjamin, si tu as une dernière question. Je vais aller très vite. Merci donc pour l'échange. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le côté un peu lobbying que vous faites auprès de l'État de défendre ce développement de la recherche. Est-ce que vous pensez que le côté un peu Startup Nation qu'a vendu Macron n'est pas un peu problématique? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup… Moi, je travaille dans une PME qu'on se dit deep tech, innovant, etc. Donc, nous, on trouve des financements pour la recherche, entre guillemets, même des fois assez fondamentales, facilement. Est-ce que ce n'est pas un frein, des fois, pour les grosses entreprises
qui sont du coup étiquetées par l'État comme autosuffisantes d'une certaine manière. Et moi, c'est ce que je me demande des fois, parce que j'ai l'impression que c'est des fois très étiqueté, les sources de financement, très petites entreprises et un peu moins pour les grandes. Oui, absolument. Alors, ce que vous décrivez est vrai, mais n'est pas un problème. Je dirais même que nous, on bénéficie du crédit impôt recherche, qui a souvent fait polémique, etc. Et ça, c'est sans doute un des facteurs d'attractivité le plus important pour les grandes entreprises, d'ailleurs, comme pour les plus petites. Donc, moi, sans faire de politique, et je m'en tiendrai à mon domaine d'expertise et d'intérêt, je pense qu'il y a un avant et un après Macron, quoi qu'on en dise. Et donc, je crois fondamentalement qu'on peut réveiller ce qui était une start-up nation après la Deuxième Guerre mondiale. Et la création il y avait beaucoup de nos groupes qui ont été créés dans les années 40, fin des années 40, années 50, années 60. C'était phénoménal ce qu'il y avait comme entrepreneurship. Et ça, je pense qu'on est en train ce que je vous disais tout à l'heure, on est en train de le retrouver. Donc, tout ce qu'on fait, et c'est eux qui en ont le plus besoin pour les petites, absolument. C'est un peu dommage que ce soit plus exclusivement tech, medtech que purement médicaments, mais enfin, on s'y retrouve d'une façon ou d'une autre parce que nous aussi, on travaille avec les Hawking, les Akemia, il y a eu des press releases il n'y a pas longtemps de Servier. On travaille avec, je les connais tous, et on travaille quasiment avec tous, les Ictos, j'en passe et les meilleurs. Donc non, c'est très, très, très bien. Et pour moi, c'est un moteur commun. Si votre secteur réussit, si votre secteur avance, les fonds vont revenir vers la France et les gens vont se dire « Ah, mais ça vaut le coup d'investir, etc. » Et ça éclaboussera, si je peux me permettre, de façon beaucoup plus large. Donc, non, moi, je pense que c'est super comme ça. Nous, la seule chose qu'on demande, et vous avez vu tous les débats, c'est qu'on arrête de nous couper les jambes avec les coupes de prix. En France, on va en perte. Hein. Il faut le savoir, un laboratoire comme Servier, aujourd'hui, on fabrique 96% de nos produits en France. On est le seul en France à 96% en France. Et on en vend 97-98% hors de France. Donc, nous, on fait nos produits en France pour les vendre à l'étranger. Mais par contre, tout le peu qu'on vend en France, on nous coupe, on coupe. Et donc, nous, le sujet, il est plus sécurité sociale et plan de loi de financement que les investissements. Il faut qu'on pousse, nos jeunes poussent, et il faut et les jeunes au large, je pense que c'est très important. Merci beaucoup pour ta question, Benjamin. Merci beaucoup. Et pour votre réponse, Claude, on arrive presque à 13h45 et je m'en excuse. Oui, il va falloir que je vous quitte pas. Déborder, il va falloir y aller, qu'on y aille tous. Mais je tenais à vous remercier vraiment chaleureusement, Claude, pour le temps que vous nous avez accordé, pour vos précieux conseils. J'en suis persuadée, on a déjà des mots de remerciement que nos participants ont fortement apprécié l'échange, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai tout plein de mots de remerciements et de grande gratitude. Tant mieux, j'ai pris beaucoup de plaisir à participer. Merci pour votre invitation et puis bonne continuation à tous. Merci beaucoup, Claude. Vous aurez de toute façon la vidéo qui sera en replay sur YouTube, donc on pourra vous revisionner, tous les pièges qui pourront vous revisionner. Ben, écoutez, Claude, on reste en contact de toute façon et je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore merci, Claude. Et voilà, donc on continue à communiquer. Pour tous les participants, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à nous suivre sur LinkedIn. Et encore merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, Claude. Bon après-midi. Au revoir.